Sacrée Nana, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en lien avec l'estime de soi, en particulier quand on est singulier, quand on a une manière de fonctionner bien atypique. Et je trouve ça assez intéressant de faire le lien entre effectivement cette estime de soi et à quoi on mesure sa valeur. Alors c'est parti tout simplement, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode, d'une publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux où je demandais très simplement en me disant, tiens, qu'est-ce que ça va donner? À quoi mesures-tu ta valeur? J'ai adoré les réponses qui sont venues de toutes parts, certaines très dans la réaction, d'autres très, on va dire, spirituelles, d'autres en disant mais c'est quoi ça pour une question? Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, ce que je te propose, c'est de faire le point dans cet épisode sur le lien entre ta valeur personnelle et l'estime de soi, ainsi que les différentes réponses. J'ai envie de te les partager. Alors, pas toutes, mais les ensembles de réponses et ma réflexion. Et puis, je te donnerai évidemment des clés sur la manière de pouvoir revenir à qui tu es et comment tu peux peut-être développer ton estime de soi. On se retrouve juste après. Sacrée Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacrée Nana est animée par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacrée Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, d'emblée, dès le moment où j'ai commencé à recevoir ces réponses et en préparant cet épisode, je me suis dit, mais tiens, je pense que ça serait intéressant de resituer ce dont on parle quand on parle de valeur, hein, de valeur personnelle, puisque la question c'est à quoi mesures-tu ta valeur? Et de faire le lien avec l'estime de soi. Parce qu'évidemment, il y a un lien qui est assez profond, hein, intrinsèque, qui est en lien avec la façon dont nous nous percevons, évidemment, et à la manière dont nous nous positionnons dans le monde. Et cette connexion, elle souligne vraiment l'importance de comprendre et d'apprécier sa propre valeur pour nourrir une estime de soi qui soit saine et équilibrée. D'accord? Alors, j'estime, c'est personnel, hein, ça n'engage que moi, mais pour moi, la valeur personnelle, c'est la fondation de l'estime de soi. On en parle dans l'intelligence émotionnelle. Si j'essaye de définir la valeur personnelle, c'est la perception que nous avons de notre propre, on va dire, importance, de notre mérite. Alors tout ça est évidemment pas forcément palpable, hein, mais en tout cas, c'est notre perception de ces aspects-là. Et j'ai même envie de dire de notre utilité dans le monde. Ça va englober nos talents, nos compétences, nos réalisations, mais aussi nos valeurs, nos principes et la manière dont nous choisissons de vivre notre vie. OK? Et ça, c'est très personnel, évidemment. Et ça demande, si je réintègre ça dans l'approche du développement du potentiel humaniste, ça fait partie de cette graine de connaissances qu'on va cultiver. Par exemple, poser nos valeurs, c'est quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue théorique, qu'on va apprendre d'une certaine manière. Et puis après, c'est comment mes valeurs, à force de d'écouter ce qui se passe dans mes ressentis, etc., dans ma graine de sagesse, comment je vais définir à titre personnel mes valeurs. Et ce que je vais te dire à 18 ans n'aura probablement rien à voir avec ce que moi je te dis aujourd'hui à bientôt 58 ans. Évidemment, parce que tout ça va évoluer au fil de notre connaissance de nous et au fil de nos expériences de vie et de ce qui est important pour nous et de ce qui va nous nourrir. Okay. C'est se voir, alors la valeur personnelle pour moi, c'est aussi se voir comme digne d'amour,
Et on va reparler juste après de comment ça se construit, hein, parce que je fais un lien avec la théorie de l'attachement dont je parle dans mon livre Émotif talentueux, être soi autrement. C'est se voir comme digne d'amour, de respect, de considération, tant de la part des autres que de soi-même. Parce que tu ne peux pas évidemment attirer de l'extérieur ce qui n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est ma croyance et je dis toujours que ça commence par soi. Et en même temps, ça commence par soi, mais si tu n'as pas eu l'autre, et on va y revenir aussi, comme modèle et qui te permettent de te situer dans le monde, bah, tu as besoin de l'autre pour te situer dans le monde. Ok. Donc, c'est une interaction constante. C'est pas pour rien que je dis très régulièrement la relation, alors je le dis au niveau du couple, mais la relation de manière générale est un espace de développement. Et c'est positif et c'est constructif, même si parfois ça peut être compliqué. C'est grâce à l'autre que je vais pouvoir me situer. Ok. L'estime de soi, elle relève plus, à mon sens, du jugement, de l'évaluation qu'on fait de soi-même en relation avec notre sentiment de valeur, justement. Une estime de soi positive découle de la reconnaissance et de l'appréciation de notre propre valeur. Elle va se manifester par la confiance en nos capacités, le respect de soi, la capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance et résilience. Alors, évidemment, Heu, tout ça n'est pas linéaire. C'est bien pour ça que je dis qu'une fois de plus, la relation est un espace de développement, et particulièrement quand effectivement on fonctionne de manière atypique. Parce que ce qui est compliqué, si on n'a pas une sécurité intérieure sur laquelle je vais revenir juste après, ce qui peut être compliqué, c'est que, on ne trouve pas écho dans le regard de l'autre parce que nous fonctionnons de manière atypique et donc nous ne nous sentons pas validés. OK? Donc une fois de plus, on à la base, on découvre cette, entre guillemets, «valeur», en tout cas, on se construit à travers le regard de l'autre et ça commence tout simplement, par, le regard maternel, hein, le bébé avec la maman. J'en parle, quand je parle de cet aspect-là, le bébé qui regarde, qui cherche le regard de la maman parce qu'il cherche de la sécurité. Alors il y a le regard, mais il y a évidemment chez l'enfant, déjà le tout petit enfant, le nourrisson, cette énergie corporelle, ce côté émotionnel qui est là. Un bébé, il sent tout, il capte tout. Et donc, évidemment, au plus la maman se sent elle-même en sécurité, au plus l'enfant a des chances, globalement, de se sentir également en sécurité. Et loin de moi l'idée je trouve important de dire ça, de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Chaque parent fait du mieux qu'il peut au moment où il le fait, au moment où il a son enfant qui est là, hein, qui arrive dans la vie. Et il n'y a pas à se reprocher ou pas reprocher qu'on ait de la sécurité intérieure. Tu as fait, si tu es parent, tu as fait du mieux que tu pouvais. Bah, probablement que tes parents, ça a été la même chose. Ok. Donc, dans la théorie de l'attachement, dont je parle une fois de plus dans mon livre, hein, très brièvement, mais je resitue le contexte. La théorie de l'attachement, c'est ça, c'est comment l'enfant peut trouver cette sécurité à travers le regard, à travers, l'écoute de ses besoins, aussi basiques soient-ils. Alors ça n'est pas que les besoins, ça j'insiste, ça n'est pas que les besoins, de nourriture, d'être changé, c'est une base évidemment, hein, c'est important, mais il y a aussi le besoin d'être touché, le besoin d'être regardé, le besoin tous les besoins émotionnels et quand l'enfant grandit, et ça c'est très important également, c'est, comment est-il accueilli dans sa capacité à se montrer tout à fait spontané, joyeux? Ah tiens, un petit enfant, il va faire des trucs que l'adulte ne comprend pas toujours et quand nous, on vient en tant qu'adulte, avec, «Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut l'éduquer». Alors évidemment, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui et il y a plein d'outils à notre portée et heureusement et c'est génial, mais voilà, on n'a pas forcément toujours, appris, quand effectivement on essaye de mettre un enfant dans un cadre, qui soit, une norme qui ne lui correspond pas, bah, quelque part,
l'enfant, quelque part, on essaye de le formater. C'est ce qu'on reproche à l'éducation nationale aujourd'hui, à l'école, et quelque part, c'est déjà ce que Maria Montessori mettait en avant. OK? C'est tout un autre sujet. On pourrait faire tout un épisode, voire même un podcast complet là-dessus. Mais voilà, ça pose les bases, effectivement, de ce qui crée la sécurité quand un enfant est, en fait, se sent tout à fait digne d'être qui il est dans sa spontanéité. Voilà. Moi, et une fois de plus, il y a pas de reproche par rapport à ça, mais je suis née à une époque où, par exemple, ma mère, elle m'a expliqué qu'elle a lu, je suis le premier enfant et donc elle a lu plein de bouquins parce qu'elle voulait être une maman à la hauteur, elle voulait, faire tout pour son enfant et donc dans les livres qu'elle a lus à l'époque, on conseillait d'allaiter un enfant tous les 4 heures. Et c'était pas 3h30 ou 4h30, c'était toutes les 4 heures, quoi. Et elle, en fait, elle a, elle a fait exactement ce qu'elle a lu en pensant que c'était la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, cette théorie-là, si on peut l'appeler comme ça, elle est controversée. Ou son pédiatre lui avait dit, tu laisses un enfant, tu laisses la petite pleurer la nuit. Et on sait combien les enfants qui ont pleuré toute une nuit ont pu être en souffrance. Et puis à un moment donné, ils se résignent, hein, pour certains, d'autres s'épuisent, etc. Donc, voilà, moi, je sais chez moi que ça a créé toute une série de choses, mais une fois de plus, parce qu'on ne connaissait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, tu vois, et ça a pu créer de l'insécurité en ce qui me concerne, parce que le petit bébé que j'étais ou la petite fille n'a pas été écoutée dans ses besoins fondamentaux au niveau émotionnel. Une fois de plus, il y a rien à reprocher à qui que ce soit. Ça, je trouve que c'est vraiment important de le spécifier, mais par contre, reconnaître que oui, ça n'a pas développé, comme on l'aurait pensé, la sécurité intérieure. Voilà, ça peut expliquer certaines choses. Après, l'idée, à moins qu'il y ait des traumas, etc. Mais ça, c'est à travailler ailleurs que dans ce qu'on est en train de faire ici dans ce podcast, hein. Je veux dire, chacun a son histoire de vie et chacun va trouver les moyens qui vont être importants pour lui. Mais l'idée, c'est que ça peut, cette insécurité, comme tu n'as pas été reconnu dans qui tu étais, créer ce sentiment de décalage dont on parle beaucoup dans notre communauté des motifs talentueux et dont toute une série de sacrés nanas qui nous écoutent peuvent avoir ressenti les effets difficiles, j'ai envie de dire. Tu grandis dans un environnement où tu te sens complètement différente, tu n'as pas été validée et ou autorisée à avoir ce fonctionnement différent, mais si tes parents eux-mêmes ne savaient pas, ou ta maman en particulier, ou ton entourage, et puis plus tard à l'école, n'était pas au courant de ce que c'était que cette singularité et de la, entre guillemets, normalité de cette singularité, comment veux-tu qu'ils t'expliquent que c'était OK? Hein, et donc, ça fait tout un parcours et c'est pour ça que beaucoup d'adultes qui se découvrent dans cette facette, et je réinsiste ici au niveau de la sacrée nana, les facettes au potentiel, multipotentiel dans la double exceptionnalité, le TDA, TDAH, etc. Et peu importe quelle est la singularité, il peut y avoir d'autres formes de singularité qui peuvent rentrer là-dedans aussi. Si quelque part, il n'y a personne qui te dit, bah oui, mais c'est tout à fait OK, c'est pas la majorité des gens, mais ça reste quand même OK de fonctionner comme ça, c'est ça qui crée le sentiment de décalage. Et parfois même, s'il y a beaucoup d'insécurité et des situations qui ont été douloureuses et qui n'ont pas été soutenues émotionnellement, qui n'ont pas été régulées, des traumas. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des tas de techniques qui permettent effectivement de repartir là-dedans sans que ce soit douloureux et d'apaiser ça. Bon, voilà, c'est tout un travail. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Alors, je reviens au sujet de base, hein, parce que c'est ça qui nous interpelle et qui nous intéresse. C'est comment la valeur va influencer l'estime de soi. Concrètement, ce que ça peut être intéressant aussi si tu as envie, toi, d'abord de comprendre ce que tu as vécu, grain de connaissance, OK, et puis aussi grain de sagesse, hein, qu'est-ce qui fait que tu te sens avoir de la valeur ou pas de la valeur, d'accord.
Mais ce que je trouve important, quand tu prends conscience de ces éléments-là et que tu les cultives à titre personnel, c'est ce qui te permet toi aussi d'avoir de l'attention et de l'intention, hein, j'aime toujours bien utiliser ces deux mots ensemble, vis-à-vis de ton entourage, que ce soit tes enfants, tes proches, en fonction de ta profession. Ça peut être intéressant aussi d'être conscient de ça avec les personnes avec qui tu travailles, par exemple en tant qu'enseignante ou accompagnante. Voilà, ce sont des éléments qui sont importants. Alors, la reconnaissance des compétences et des réalisations, plus on reconnaît nos compétences, nos talents, nos réalisations, bah, au plus notre estime de soi augmente. Et j'ai presque envie de dire à l'inverse, au plus notre estime de soi est haute, au plus nous avons la capacité de reconnaître nos compétences, nos talents, nos réalisations. Donc, ça va dans les deux sens, OK? Et ça nous permet évidemment de valoriser, de renforcer notre confiance en nos capacités. J'ai parlé tout à l'heure d'alignement avec les valeurs personnelles, enfin de valeurs personnelles. L'alignement, vivre en accord avec nos valeurs et nos principes personnels, renforce notre sens de l'intégrité, nourrit notre estime de soi et notre alignement entre nos actions et nos valeurs clés crée un sentiment de cohérence, d'authenticité, hein, et on peut partager ça au monde, donc dans la graine de courage, ok, et c'est essentiel à une bonne estime de soi. Mais même chose, euh, ça demande de s'autoriser à avoir des besoins atypiques et d'aller creuser là derrière pour effectivement valoriser le fait que nos valeurs personnelles sont peut-être relativement différentes de celles d'autres personnes. Je te donne un exemple qui me vient là. Je ne sais pas forcément quel mot mettre sur une valeur, mais je sais que c'est important pour moi. Euh, Moi, je suis très touche à tout et je peux m'intéresser à quelque chose pendant tout un temps et vraiment y aller à fond. Puis un jour, pouf, ça va, j'ai fait le tour. J'ai juste plus envie. Et donc, est-ce que ça fait partie de ma valeur de liberté ou de curiosité, peut-être un ensemble de tout ça, je ne sais pas. Mais le fait de le savoir et de savoir que c'est important pour moi, une fois que j'ai fait le tour d'un sujet, de me dire, OK, c'est autorisé de le lâcher. Et peut-être que dans 2 ans, je vais y revenir. Je trouve ça super important parce que c'est pas ce qu'on entend dans le monde classique de façon normale. Bon, j'ai beaucoup entendu, oui, mais tu changes de sujet tout le temps. Bah oui. Oui, c'est ce qui fait aussi que ça a donné l'intérêt dans les conférences, dans les interviews que j'ai faites pendant 8 ans au niveau du congrès d'Ouance. Cette année, je vais m'intéresser à telle ou telle chose et ce qui m'intéressait l'année d'avant ne m'intéresse plus cette année-ci. C'est ça qui a fait de la diversité et beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est génial, on se dit toujours que tu vas plus trouver de nouveaux sujets, mais si, tu n'as jamais fini. Ben voilà. Et c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui, dans ma transition professionnelle, eh ben, c'est génial parce que comme je m'intéresse et j'ai cette valeur de curiosité, ben voilà, je vais ailleurs. Et que je suis tout à fait à l'aise avec ça, et que ma valeur de liberté est également nourrie de cette façon-là. Voilà, et il y a probablement toute une série d'autres valeurs. Je fais ça très spontanément, je te donne cet exemple-là très spontanément, donc voilà. Puis il y a également tout l'accueil. J'aurais pu dire gestion, mais j'aime pas parce que gestion, il y a le côté contrôle, tu vois. Mais donc, l'apprentissage en lien avec les échecs et les déceptions, ça fait juste partie de la vie. Et je pense que c'est important à écouter. Alors, chez moi, quand il y a de la frustration, par exemple, ben, ça m'apprend plein de choses que peut-être j'ai pas fait les choix qui étaient juste pour moi à ce moment-là. Et que peut-être que les choix que j'ai faits, je les ai faits avec mon mental et je les ai faits en lien avec ce que je pense qui est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le côté adaptation, voire suradaptation à la norme dans laquelle j'ai été pendant des années. Mais de temps en temps, ça revient, hein, et c'est OK. C'est tout à fait OK. Mais au-delà de ça, il y a aussi la manière dont nous accueillons ces échecs et ces déceptions. Si je me martèle tout le temps, que j'aurais pas dû faire quelque chose de négatif et que je me juge, ben, j'apprends rien en fait. Il y a vraiment deux voies, et puis tout ce qu'il y a entre ces deux voies-là, mais globalement, soit tu le prends comme une expérience. Moi, j'aime bien dire que tout est apprentissage, mais je fais des expériences
Et c'est ça que j'aime dans la vie. C'est probablement ma curiosité, ma valeur de curiosité dont je parlais avant, me fait vivre des expériences. Et pour moi, il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. C'est juste celles qui me disent, OK, j'ai envie de continuer. Ah, ça, c'est génial, j'adore. Et puis, il y en a qui me disent, oh non, ça, c'est bon, je viendrai essayer. Je pensais que ça serait OK pour moi, mais non, je change d'avis. Ou, ah bah, j'avais jamais fait, j'avais envie de tenter, je pensais que ça allait peut-être me faire vibrer. Pas du tout, c'est clair maintenant. Tu vois, voilà. Et peut-être que je recommence dans 2 ans et que je vais changer d'avis. Tu vois, je te donne un exemple du massage, par exemple. Moi, j'ai toujours cru que le massage n'était pas quelque chose pour moi. Et le jour où j'ai découvert que j'adorais masser, bah, ça a changé pas mal de choses chez moi. C'est une expérience. Mais quand je suis partie dans cette formation massage, j'avais décidé que ça serait une expérience et que si ce n'était pas OK pour moi, ben, j'arrêterais. Je pense que j'aurais même été capable de partir de la formation. Or, ça a été le contraire. OK. Euh, et donc, voilà, hein, au plus tu te valorises, au plus tu vas avoir la possibilité de voir ce que certaines personnes appellent des échecs comme des opportunités d'apprentissage. Et, et a priori, ça peut vraiment aider ton estime de toi à travers une forme de résilience et de persévérance. Tu vois, il y a vraiment ce côté persévérance qui est là, qui est intéressant là-dedans. Et puis, la partie relations sociales et reconnaissance externe, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'aime bien, tu vas voir, je vais te partager dans les réponses que j'ai eues. J'ai eu beaucoup de réponses, je vais dire ça en souriant parce que j'aurais pu dire la même chose. Bisounours. Euh, je suis, j'ai tout en moi. Et oui, c'est la bonne réponse. Et en même temps, bah, moi, j'y arrive pas. Hein. Je sais que j'ai tout en moi, que je suis une sacrée nana, que j'ai le divin en moi. Je peux te le sortir n'importe comment. Je vais te donner des exemples un peu plus tard. Je m'en reprends, attends, que je recherche mes mots. C'est non mesurable. Donc, je reviens toujours à la question de base. À quoi mesures-tu ta valeur? Elle est itinérante au fait que je suis. Inestimable, infini. Je lève les voiles un pour tendre vers cela. À ma nature divine, à ma bonté, à mon estime de moi. Oui, alors ça, c'est la bonne réponse. J'aimerais pouvoir te donner cette bonne réponse, mais moi, honnêtement, je n'en suis pas là. J'admets tout à fait. Et c'est OK, je suis un être humain. Et il n'y a rien à faire. Je suis entourée en tant qu'être humain, j'évolue dans un environnement avec des gens. Et il y a encore plein de moments où bah, le regard de l'autre peut avoir son importance et où spontanément, je vais peut-être me mesurer. Alors après, si je mets de la conscience là-dessus, à travers tout le travail personnel que j'ai fait et de croissance personnelle, je peux sourire, je peux mettre de la conscience à dire, tiens, Nat, bah là, il y a quelque chose qui coince. Oh là, ça tiraille. Mais je suis profondément humaine. OK? Et ça, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir le reconnaître. OK? Et donc, notre valeur, dans l'absolu, d'un point de vue théorique, elle ne devrait pas dépendre de la reconnaissance externe. Cela dit, une fois de plus, on est humain, et les feedbacks positifs, les encouragements, le soutien des autres, eh bien, oui, bien sûr, ça peut renforcer notre perception de notre propre valeur. C'est le cas quand on est enfant, hein, j'ai expliqué dans la théorie de l'attachement, hein, et donc notre estime de soi. Et c'est évidemment important de pouvoir développer notre source interne de valeur pour maintenir cette estime de soi stable, évidemment. Mais ce n'est pas en un coup de baguette magique, hein, je l'ai développé juste avant. OK? Alors, comment on peut, à titre personnel, cultiver l'estime de soi? Je pense que c'est important de pouvoir, un pas après l'autre, c'est un chemin et j'ai vraiment envie de t'encourager à faire ce chemin, surtout si tu viens de découvrir, parce que c'est une période quand même très particulière, si tu viens de découvrir une de tes facettes en lien avec le multipotentiel, le haut potentiel, la haute sensibilité, que tu commences à mettre des mots là-dessus. Cette période, effectivement, elle est particulière parce que peut-être que tu te pensais folle, complètement à côté de la plaque, pas du tout adéquate. Et là, tu te rends compte que ben, tu n'es pas toute seule à fonctionner de cette manière-là. Il y a des tas d'autres de sacrés nanas.
qui fonctionnent comme ça aussi. Et c'est un moment de ta vie où tu mets le focus sur ces facettes-là parce que tu as besoin de les comprendre. Alors, ça peut être au début très intellectuel, très dans la tête, très dans la comparaison. C'est OK. Ce qui est important, c'est à un moment donné de pouvoir intégrer dans ce que tu perçois de ces facettes-là, ce qui te correspond, parce que il y a autant de manières de fonctionner que de personnes qui sont concernées par le haut potentiel, par exemple. Et ta façon de t'approprier ces facettes au niveau de ton intensité, de tes comportements, bah, va être évidemment influencée par toutes tes autres facettes, parce que tu n'es pas que concerné par le haut potentiel, la haute sensibilité, etc. Tu as toute une série d'autres facettes, tu as ton unicité, et chacune de ces facettes peut soutenir l'autre. Et parfois, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne se connaît pas bien ou que quand on n'a pas cette facette en lien avec l'estime de soi, on ne voit pas cette brillance. Et puis, si on se sent tellement en décalage, on n'a pas encore réussi à mettre la lumière sur ces facettes-là. Et toutes ces facettes, comme je dis, soutiennent les autres. Et moi mon job, c'est vraiment ça. C'est de montrer à toutes les sacrées nanas qui arrivent dans mon univers qu'effectivement, outre les facettes haut potentiel, multipotentiel, haute sensibilité, etc., il y a toutes les autres qui vont être là pour les soutenir. Et c'est comme un diamant. L'idée, c'est de pouvoir petit à petit façonner ces facettes, non pas par rapport à l'extérieur, mais les laisser briller, laisser leur éclat émerger. OK. Et donc, au plus tu vas aller là-dedans, une fois de plus, je remets la parenthèse sur ta découverte. Elle est relativement récente. Laisse le temps pour te réapproprier euh, cette singularité et cette grille de lecture en prenant ce qui te convient et te correspond de manière bienveillante et réaliste pour pouvoir reconnaître ce qui est en réalité ces différences qui sont tes forces, tes talents, et en acceptant aussi ta vulnérabilité, parce qu'on en a tous, hein, on est tous concernés par la vulnérabilité, et moi j'ai vraiment à cœur à montrer la mienne. Euh, En tout cas, quand je me sens en sécurité de le faire, parce que je ne suis pas OK avec le fait de te montrer que tout va bien chez moi. Je suis un être humain. Et c'est super important pour moi de te montrer cette dualité qu'on a tous, en fait. Et cet accueil, au plus je suis dans ma vulnérabilité et j'arrive à la montrer, au plus, en fait, je me connecte à mes forces. Parce que être capable d'être connecté à sa vulnérabilité, de l'accueillir, c'est tellement apaisant, parce que l'autre ne peut plus utiliser ça, tu vois, je veux dire, puisque c'est OK, j'accueille. Voilà, je suis parfaitement imparfaite et ça me va très bien. OK. Et ce sont des opportunités de croissance. C'est ça que je trouve important aussi. Très au clair, j'en ai déjà parlé, hein, mais de vivre avec tes propres valeurs plutôt que de chercher à répondre aux attentes des autres et à te suradapter, ça n'est jamais gagnant. C'est tout le temps épuisant. Je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver. Évidemment, il y a des moments où tu vas te dire, OK, c'est plus facile de t'adapter. Ce qui n'est pas OK, c'est d'être en adaptation constante, et en suradaptation, c'est une fois de plus épuisant. C'est comme si tu essayais de mettre un costume qui ne te correspond pas, de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Ça ne peut pas tenir à long terme. OK? Je t'invite aussi à célébrer tes réussites, à apprendre de tes échecs, sans te définir à travers eux. Super important. OK? Et puis, d'entretenir des relations qui reflètent, j'ai envie de dire, un respect mutuel et de la reconnaissance de la valeur de chacun. Dans cette co-construction, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de créer dans ma communauté, avec cette bienveillance et cette écoute et cette capacité de prendre sa responsabilité aussi, et de mettre de la conscience là où on peut en mettre sur son mode de fonctionnement et de se soutenir mutuellement. Donc, une fois de plus, c'est tes propres facettes qui peuvent se soutenir les unes par rapport aux autres. Ça, c'est déjà génial. Mais dans la co-construction avec d'autres personnes, c'est aussi un aspect que je trouve relativement important. Voilà. Alors, je t'ai déjà donné toute une série de clés, hein, mais j'ai juste envie de te partager. Je vais être dans quelque chose de l'ordre du retour. Euh, dans ce que certaines personnes m'ont effectivement partagé, parce que ce sont des pièges pour moi, ok?
Alors, attends, je reprends. Il y a une réponse que j'ai beaucoup aimée. C'est, j'aimerais dire que c'est uniquement un terme, mais ça me paraît plus sage parce que ça n'est pas que ça. Quand je vais dans un environnement que je considère comme élevé, avec des hauts standards et que j'ai un feedback élogieux ou que je sens que j'impressionne, ça me permet de réajuster ma valeur. Et ça, je trouve tellement juste. En tout cas, moi, ça m'a touché cette réponse-là. Parce que j'aurais tendance, moi, Nathalie, à fonctionner de cette manière-là aussi. Et c'est profondément humain. OK? Voilà. Et puis, tu as les personnes qui disent, malheureusement, encore trop à celles que les autres me donnent. Ça, c'est réaliste, c'est conscient et c'est OK aussi. Euh, euh, et puis, tu as les personnes qui disent merci pour cette question, ça, qui fera réflexion aujourd'hui. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, je pense que je t'ai donné déjà une partie des réponses, qui sont ce que j'appelle les réponses bisounours, inestimables, infinies, oui, bien sûr. OK. Puis après, il y en a une que j'ai bien aimée. J'ai plein de valeurs avec un S, mais je n'ai pas de valeur. Je suis et c'est inestimable. Oui, une fois de plus, j'adore cette réponse, pour peu qu'elle soit mise en parallèle avec la conscience de oui, je me mesure encore à certains éléments. Et puis, c'est assez intéressant aussi. Il y a des réponses qui ont été un petit peu plus arrogantes. Il y a quelqu'un qui me dit oui, c'est mesurer et comparer deux choses. Une réponse très offusquée d'ailleurs. Une que tu ne connais pas, une que tu connais. Ta valeur, si tu dois la mesurer, ça veut dire que tu ne la connais pas et à quelle autre valeur tu vas devoir la comparer. Je dirais que ta valeur n'a pas de limite, nul besoin de la mesurer, mais bien de la reconnaître. Et c'est bien là toute la difficulté. Effectivement, c'est là la difficulté. Alors, c'est bien pour ça qu'au début, j'ai parlé de mesurer sa valeur par rapport à un niveau de sécurité intérieure et dans la relation, effectivement, quoi. Voilà. Humour aussi, quelqu'un qui nous dit je mesure ma valeur à un compte en banque. Et puis il met entre parenthèses le gars qui s'est trompé de groupe et c'est pas parce que c'est un homme. Mais après il dit j'aime beaucoup, je dirais ma qualité de présence, que ce soit avec moi-même, mon environnement, mon entourage et d'autres personnes. Mais je peux mieux faire. Alors c'est une fois de plus pas du tout évident de répondre à ça. Mais en tout cas, j'espère que les éléments que je t'ai donnés à travers l'estime de soi, comment la valeur influence l'estime de soi, vont t'aider en lien avec tes différentes facettes. Puis je te rappelle, si je ramène à mon modèle, que ça passe à la fois par la graine de connaissance qui est celle de bien se connaître et d'aller en profondeur, la graine de sagesse qui est celle qui te permet de ressentir, etc., d'observer, mais en général, c'est celle qui t'amène à des réactions et tu es en réaction parce que tu es en réaction au monde extérieur assez souvent. Alors, tu peux être en réaction parce que tu t'es auto-jugé également, mais voilà. La graine de courage, c'est celle qui va te permettre d'aller exprimer tout ça à l'extérieur et qui parfois, comme je dis, dans la relation peut te secouer un petit peu et te ramener une fois de plus à ta graine de sagesse, à ta graine de connaissance. Alors, si tu ne connais pas encore mon modèle, l'approche du développement du potentiel humaniste, donc ces fameuses 5 graines dont je te parle, eh bien, je t'invite à faire le quiz qui va te permettre non seulement de voir où toi tu te situes, mais également de prendre connaissance du modèle parce que tu vas recevoir un PDF avec toute l'explication du mode de fonctionnement et des pistes en fonction de où tu te situes. Et pour pouvoir y avoir accès et passer ce quiz, c'est très simple. Tu fais 3 fois W émotif au pluriel talentueux avec un x.com /grain au pluriel. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode.